parle espagnol et allemand et je suis convaincu qu'il répondra positivement et qu'il prendra la responsabilité d'organiser dans les prochains mois la plus large conférence pour l'unité, pour en finir avec les plans de l'Union européenne, pour l'union libre des peuples et des nations libres de toute l'Europe, pour mettre à bas ces institutions antidémocratiques. En prenant une telle décision, le Bureau national du Parti ouvrier indépendant ne s'éloignera pas de la situation française, bien au contraire. Une telle initiative sera au cœur du combat dans lequel nous sommes engagés. Il y a quelques jours, des instituteurs dans une commune où s'applique la réforme Peillon ont, dans une demi-journée d'information syndicale, rédigé un texte qui est devenu, en l'espace de 48 heures, la plateforme commune de tous les instituteurs de la ville, de toutes les écoles et de tous les syndicats, décidant jeudi prochain d'aller chez le maire, de décider la grève. Et dans ce texte, ils disent « Nous sommes au bord de la rupture, nous ne sommes pas convaincus de finir l'année, ni même l'année civile, ni même de tenir jusqu'aux vacances de la Toussaint. » Camarades, si les instituteurs s'expriment avec cette vigueur, c'est que les aspirations montent, et pas seulement dans la corporation enseignante. La corporation monte dans tout le pays. Les enseignants, les hospitaliers, les travailleurs de tous les secteurs, les élus, nombre d'entre eux, de plus en plus nombreux, se considèrent au bord de la rupture. L'exaspération monte et pourtant des bonnes nouvelles nous sont distillées par la presse. Pas plus tard qu'hier, le journal capitaliste Les Échos nous annonce enfin une bonne nouvelle, je cite: « Bruxelles salue le sérieux budgétaire de la France. » Et de nous préciser que le projet de loi de finances que Moscovici est allé présenter à ses maîtres de Bruxelles, je cite, est marqué par la responsabilité et la prudence. Et si vous vous interrogez, la responsabilité vis-à-vis de qui? La prudence vis-à-vis de quoi? Le journal Les Échos vous répond sans phare, je lis: « Frais scolarisés, 2 300 000 ménages seront touchés par la mesure de réduction. 3 800 000 retraités vont payer davantage d'impôts sur le revenu. Sécurité sociale, 8 500 millions d'euros exigés en 2014. Et il faudra ajouter à cela l'augmentation de la TVA, la contre-réforme des retraites, l'acte 3 de la décentralisation. Et tout cela au nom de quoi? Tout cela au nom de la réduction du coût du travail, de la compétitivité, nous dit-on. Alors oui, un débat est nécessaire. Un débat est nécessaire que nous voulons porter, qui s'est engagé ici, que nous voulons porter dans tout le pays. Oui ou non dans tous les domaines. Ce gouvernement Hollande-Hérault continue-t-il, et en aggravant, la politique du gouvernement Sarkozy-Fillon? Y a-t-il une seule de ces mesures, une seule de ces contre-réformes, qui ne soit pas dans le strict prolongement des mesures prises par le gouvernement précédent, y compris l'actuelle réforme des retraites, qui dresse contre elle la mobilisation des salariés avec leurs organisations? Y a-t-il un seul aspect de cette réforme, y compris la pénibilité, qui soit guidé par autre chose que la volonté de piller le salaire différé, de remettre en cause les conquêtes ouvrières, d'ouvrir la voie au régime par capitalisation individualisée? En ce sens, les travailleurs, les militants, les organisations qui avancent le mot d'ordre de retrait de cette contre-réforme apportent la seule réponse qu'il est possible d'opposer au contenu même de cette politique de ce gouvernement. Ce débat, camarades, il nous faut le mener, nous l'avons engagé sans réserve avec des militants et des élus de toute tendance. Nous avons entendu ici Jean Barthelin, qui n'est pas membre du POI, exprimer ce qui est un point de vue de plus en plus largement partagé par des élus, membres ou proches du Parti Socialiste, du Parti Communiste, sans étiquette, mais qui, de plus en plus consciemment, considère que l'acte 3 de la décentralisation est inacceptable, que rien n'est joué, qu'il est possible de rassembler le plus grand nombre pour contraindre le gouvernement à renoncer à cette loi liberticide, liberticide des communes, liberticide de la République. Ce débat, nous voulons le mener avec les militants socialistes, avec les électeurs du Parti Socialiste, qui par millions ont voté il y a un peu plus d'1 an parce qu'ils voulaient en finir avec la politique de Sarkozy et Fillon, et qui aujourd'hui constatent avec consternation et le plus souvent avec colère qu'en réalité ce gouvernement poursuit la politique du gouvernement précédent. Ce débat, nous voulons le mener avec les militants du Front de gauche, avec les militants du Parti communiste, ceux qui lisent dans le journal de l'Humanité, je cite à propos du budget: « Même la droite n'avait pas osé, cette cure de rigueur est historique. » Ceux qui lisent dans le journal de l'Humanité à propos de l'aide au logement, c'est pire que la droite, mais qui lisent aussi dans le journal de l'Humanité:
il faut opérer le plus large rassemblement de toute la gauche, y compris les partis qui siègent au gouvernement pour les prochaines élections. Le large rassemblement, avec un gouvernement qui fait pire que la droite, ne faut-il pas, au contraire, faire converger tous les efforts dans la réalisation de l'unité dans le combat des travailleurs et des organisations, dans l'objectif de combattre et de défaire la politique anti-ouvrière et antidémocratique du gouvernement Landero. Camarades, cette alternative est posée aujourd'hui à tous les niveaux dans le mouvement ouvrier. Ou bien se subordonner à ce gouvernement, ou bien rompre avec ce gouvernement. C'est vrai dans tous les domaines, et les enseignants, les parents, qui se dressent contre les conséquences de la loi Peillon, ont encore en mémoire le fait que cette loi a été adoptée unanimement par les parlementaires du Parti socialiste, ceux du groupe des Verts, mais aussi ceux du Front de gauche. Aucun doute n'est permis sur le fait que cette politique est rejetée aujourd'hui par l'immense majorité dans le pays. Aucun doute n'est permis non plus sur le fait que les travailleurs sont disponibles pour le combat. Ils l'ont montré dans les derniers mois, dans les 1001 grèves, celles qui ont eu lieu précisément contre la réforme Peillon, dans le mouvement du 10 septembre dernier sur les retraites, dans le mouvement des élus et dans toute une série de conflits qu'il n'est pas possible d'évoquer ici. Mes camarades, cette disponibilité au combat, elle est vraie dans toute l'Europe. Le camarade espagnol a évoqué les nombreuses grèves, parfois entraînant des millions de travailleurs et militants dans son pays depuis 2 ans contre les plans de la Troïka. Des camarades grecs signalent volontiers qu'ils en sont, je crois, à leur 22e grève générale en 2 ans contre les plans de la Troïka. Et on pourrait évoquer ici les grèves, les manifestations, les mobilisations au Portugal, en Italie et dans d'autres pays. Et pourtant, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître pour répondre à cette question. Jusqu'à présent, hormis le recul partiel du gouvernement portugais en juin dernier devant la mobilisation des enseignants, jusqu'à présent, ces nombreuses grèves générales et mobilisations, malgré la détermination des travailleurs, n'a pas fait reculer les plans du gouvernement. Alors camarades, pour quelles raisons? À quels problèmes les travailleurs sont-ils confrontés? Camarade allemand a parlé de la grande coalition. C'est la forme allemande actuelle que revêt un problème beaucoup plus général, qu'on pourrait appeler chez nous le grand consensus. Camarades, c'est un fait que tous les gouvernements d'Europe, ceux de gauche, paraît-il, comme celui de Landero, ceux de droite, comme celui de Merkel ou Rajoy, ou ceux de grande coalition, comme en Grèce hier, peut-être en Allemagne demain, tous sans exception acceptent ce carcan des directives de l'Union européenne. Mais les travailleurs sont aussi confrontés à la traduction de ce problème et de cet obstacle à l'intérieur même du mouvement ouvrier. De ceux qui leur disent attention, les revendications sont certes légitimes, mais ne doivent pas dépasser les limites de ce qui est compatible avec l'Union européenne. On entend même parfois la formulation qui peut sembler hérétique, de revendications nécessairement euro-compatibles. On dit à ces travailleurs venus les sommer, attention, attention, il nous faut respecter le cadre du dialogue social, de la concertation, voire dans d'autres pays, de pactes sociaux. Camarades, les conséquences de cette politique, le camarade espagnol a dit 54% de taux de chômage officiel pour les jeunes de 16 à 26 ans dans son pays, 68% de taux de chômage officiel pour les jeunes de 16 à 26 ans en Grèce. Et nous savons tous ce qu'il faut penser des taux de chômage officiels. C'est en réalité l'immense majorité de la jeunesse grecque, de la jeunesse espagnole, de la jeunesse portugaise et de la jeunesse française demain, qui est condamnée à la déchéance, à la misère et au chômage, si ces plans ne sont pas arrêtés. Alors camarades, faut-il poser ces problèmes? Est-il légitime de le dire? Est-il légitime de dire que ce gouvernement qui poursuit cette politique du gouvernement précédent et l'aggrave? Aucune concession, aucune complaisance ne peut être tolérée à son encontre. On entend, camarades, cela a été dit quelquefois, que dire cela, et certains responsables l'utilisent comme un argument d'autorité, dire que ce gouvernement poursuit la politique du gouvernement précédent serait faire le jeu de l'extrême droite. Camarades, ce qui fait le jeu de la pire réaction, ce n'est pas de dire les faits. Ce qui fait le jeu de la pire réaction, c'est de commettre les faits. Ce qui fait le jeu de la pire réaction, c'est de mener cette politique de régression sociale.
contre-réforme et de mesures de décomposition. La classe ouvrière n'a aucune leçon à recevoir. Elle combat au quotidien la réaction, parce que combattre la réaction, c'est combattre les plans de régression sociale, c'est combattre contre les contre-réformes et toutes les mesures de décomposition. Combattre la réaction, c'est combattre la politique de ceux qui sont prêts à sacrifier des nations entières pour sauver les banques, rembourser la dette, renflouer les spéculateurs, sur ordre de l'Union européenne. Et camarades, attention, quand on commence à utiliser l'argument selon lequel il faut restreindre les revendications, ne pas dire ce qui est, ne pas exposer la politique du gouvernement sous peine de faire le jeu de la réaction, chacun sait les étapes qui suivent. Parce que l'étape qui suit, c'est qu'il faut, sinon renoncer, du moins être prudent avec le droit de grève. L'étape qui suit, c'est qu'il faut être prudent avec l'expression des revendications. Les camarades, on entend déjà aujourd'hui un certain nombre de discours sur les organisations syndicales qui auraient l'audace de s'opposer au travail du dimanche. Et bien évidemment, ces organisations syndicales étant les mêmes que celles qui s'opposent au contre-projet de réforme des retraites du gouvernement, on comprend bien que leur mise en accusation sur un dossier vise en réalité la légitime action de la classe ouvrière avec ces organisations contre les contre-réformes. Alors oui, camarades, avec nos camarades espagnols, avec nos camarades allemands, nous engagerons cette campagne pour une conférence dont le thème sera la nécessité, l'urgente nécessité de l'union libre des peuples et des nations libres de toute l'Europe. Précisons libre de quoi? Les travailleurs et les peuples aspirent à une union où les peuples puissent être libres de prendre leur sort entre leurs mains. Est-il possible pour les peuples d'Europe de prendre leur sort entre leurs mains dans le cadre de l'Union européenne, dans le cadre de la Banque centrale européenne, dans le cadre de ce Parlement européen dont le camarade Schuster avant moi a fort justement rappelé qu'il n'est là que pour donner un enjolivement démocratique, une apparence démocratique, à une mécanique qui n'a rien à voir avec un Parlement et une démocratie. Faut-il le rappeler, le Parlement européen a comme fondement le traité de Maastricht. Le traité de Maastricht a comme fondement la stabilité monétaire. La stabilité monétaire, c'est que l'euro doit être sauvé à tout prix, que les peuples peuvent crever si l'euro doit être sauvé. Et faut-il le rappeler, camarades? Quand toute cette machinerie bureaucratique européenne apparaît insuffisante pour contrer les travailleurs et les peuples, quand l'addition d'une commission de Bruxelles, d'une commission européenne, d'un Conseil de l'Europe, d'un Parlement européen, de directives et de traités ne suffit plus, alors ces gens-là qui n'ont pas d'imagination inventent un instrument nouveau. Un instrument qui n'est prévu dans aucun des traités européens, la Troïka. La Troïka est née en 2010. Elle s'est imposée du jour au lendemain. Espèce de machine barbare à trois têtes. La Banque centrale européenne, la Commission européenne et le Fonds monétaire international. À votre avis, camarades, entre ces trois institutions, deux basées à Bruxelles et une à Washington, laquelle dirige l'attelage? Laquelle dicte sa loi? C'est Washington qui dicte sa loi, c'est-à-dire le capital financier des États-Unis. Et le Parlement européen n'est qu'un instrument pour faire joli autour et faire croire qu'il y a de la démocratie en Europe. Les jeunes qui, dans les rues d'Athènes, dans les rues de Lisbonne, dans les rues de Madrid, ont inventé le mot d'ordre, la Troïka. Ceux qui ont crié non à la dictature de la Troïka ont mis le doigt sur la question qu'il faudra bien, d'une manière ou d'une autre, que les travailleurs et les peuples unis de toute l'Europe puissent résoudre. Oui, il faudra bien, pour que les peuples et les nations soient libres, balayer cette Troïka, balayer ces institutions, et parmi elles ce prétendu Parlement européen. Alors camarades, c'est un objectif qui peut sembler ambitieux, mais ce serait une erreur de croire que le mouvement n'est pas engagé. Le mouvement est engagé. Il peut sembler encore modeste. Mais par exemple, cette délégation d'élus qui va aller dans quelques semaines frapper à la porte de M. Hollande, elle agrège d'ores et déjà des élus représentatifs d'une large majorité d'élus de ce pays. Que le président de l'Association des maires ruraux de France ait pris l'initiative de participer à cette délégation, dont personne ne peut le soupçonner qu'il, de près ou de loin, sympathise avec le Parti indépendant. Mais il a dit, et je le cite,
la ligne rouge est franchie. Le gouvernement, en décidant de retirer la maîtrise de l'urbanisme et du logement aux maires des communes rurales par l'acte 3 de la décentralisation, a franchi une ligne rouge que nous ne pouvons pas accepter. Et la semaine dernière, dans un congrès des maires de l'Isère, il a lancé cet appel. Élus, préparez vos écharpes, nous irons à Paris pour les faire reculer. Des organisations syndicales, voix des travailleurs et des militants de toutes tendances et de toutes origines. Rassembler leurs forces pour dire cette politique du gouvernement ne peut pas être acceptée. Il faudra bien trouver les moyens d'un front uni des travailleurs et de leurs organisations pour la bloquer. Ce mouvement, nous le savons tous, est engagé et tend à s'étendre. C'est un mouvement en profondeur. C'est un mouvement qui s'exprime dans les associations d'élus, dans les organisations ouvrières et qui finalement se ramène à une exigence, l'unité véritable fondée sur les revendications véritables. Et c'est précisément pour aider à ce mouvement que nous sommes engagés dans la construction de ce parti ouvrier indépendant. Non pas pour l'opposer aux autres, mais au contraire pour en faire le point d'appui de ce large débat indispensable qui rassemble les forces sur les besoins qui sont les besoins communs de toute la classe ouvrière, les besoins communs de tous les partisans de la démocratie, quelles que soient les différences par ailleurs. Oui, pour nous, ce chemin qui est engagé, parce qu'il conduira à l'union libre des peuples et des nations libres d'Europe, ouvrira la voie à la possibilité pour tous les peuples, donc y compris pour le peuple de ce pays, de prendre son sort entre les mains. Ce qui veut dire démanteler les institutions de la Ve République. Ce qui veut dire, comme Gérard l'a rappelé, ouvrir la voie à une assemblée constituante souveraine, appuyée sur les communes libres et sur l'indépendance respectée des organisations ouvrières. Nous prétendons y contribuer à notre niveau dans le respect des prérogatives des organisations dans ce large débat, mais nous prétendons y contribuer parce que dans le Parti ouvrier indépendant, il y a indépendant. Et qu'aujourd'hui, à l'heure où l'on voudrait encamisoler les légitimes actions revendicatives de la classe ouvrière, à l'heure où l'on voudrait borner la lutte de classe, alors où l'on voudrait contraindre les travailleurs à respecter sans les franchir les limites de ce qui est tolérable pour un gouvernement prétendument de gauche, mais au service de la classe capitaliste, alors où l'on voudrait, en France comme dans tous les pays, contraindre les travailleurs à ne pas franchir les sacro-saintes limites de ce qui est euro-compatible, ce parti jouera son rôle. S'il aide à ouvrir la voie de la reconquête de tous les droits ouvriers de la démocratie, s'il aide à l'organisation du combat sans concession contre tout gouvernement qui applique les plans de l'Union européenne, c'est-à-dire aujourd'hui, il ne faut pas craindre de le dire, contre ce gouvernement hollandéro et tous ceux qui le soutiennent, le point de départ de toute politique indépendance, c'est l'indépendance vis-à-vis de ce gouvernement, l'indépendance vis-à-vis de l'Union européenne, à bas l'Union européenne et vive l'Union libre des peuples et des nations libres.